Bonjour les chats. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission avec celle qui d'ailleurs, en général, ne dit pas bonjour, mais... Les chats, on se retrouve pour un tout nouveau format de vidéo YouTube sur ma chaîne. Elle n'est pas seulement la reine des félins de YouTube, elle ne fait pas que ça, elle fait d'ailleurs énormément de sport et d'autres choses, Laurence. Ouais, notre invitée est vidéaste, tu l'as dit, mais elle est aussi influenceuse, autrice de 2 livres et maintenant on peut la voir à la télé sur M6, c'est l'animatrice de la 2e partie de soirée de l'émission La France a un incroyable talent. Son vrai nom c'est Justine Beccatini, mais tu la connais peut-être sous un autre nom. Bonjour Juju Fitcats. Bonjour, bienvenue dans Réseau. Réseau. De m'accueillir, ça fait trop plaisir. Je suis trop contente quand on m'appelle par mon prénom et mon nom de famille. En plus ça claque, hein, Beccatini. Et t'as vu, c'est très italien en fait, avec l'accent c'est Beccatini. Ça le fait bien. Beccatini. Ah, bien. j'aime beaucoup. Attendez, faut que je vous raconte un petit truc vite Alors, fait quand s'il même. te plaît, avec J'ai une plaisir. petite anecdote. En fait, ce matin, je suis arrivée. J'arrive du coup devant Radio France. Le monsieur de la sécurité m'accueille et tout. Et puis, j'arrive avec ma maman qui est mon manager. Oui. Et là, il regarde ma maman, il dit « C'est pour un stage de 3e ?» Non. Big up à Hélène, hein, en passant. Et là, je me suis dit « Oh, waouh !» Et du coup, je le regarde, je lui dis « Je vais avoir 30 ans !» mais du coup, et c'est là qu'il te dit non, c'est pour madame, c'est ta maman qui va en stage de 3e. Ouais. Non mais c'est Et là, plutôt ça- cool, hein. Ah, mais C'est plutôt franchement, cool à 30 ans en d'avoir vrai, l'air d'une 3e. Franchement, c'est trop bien parce que du coup, je me dis quand j'aurai 50 et qu'on me dira que j'ai l'air d'en avoir 35, c'est là que tout le monde aura le seum. Franchement, c'est la C'est classe. là, c'est là, et là dans 20 ans, t'as encore 20 ans au top. là. Exactement. Comment ça va? Bah, ça fait plaisir de t'avoir ici. Donc, on peut donc t'appeler Justine, ça te fait Bien plaisir. sûr, ouais. Donc, on t'a invité parce que, donc, stagiaire de 3e. Exactement. Et donc, j'ai pas mal de choses à apprendre aujourd'hui. On t'a invité parce qu'en plus de ça, tu fais quand même partie des piliers de YouTube. Je rappelle que, même si ce n'est pas signalé d'ailleurs dans plein de classements, tu es la 5e française la plus suivie sur YouTube. Oh, ok. Je crois qu'il y a Natou devant moi. Natou qui est c'est première, ça Natou qui est première, et je crois que tu es derrière Andy et juste devant Sananas parce que tu as Ah 3,05 oui, ouais. millions d'abonnés. Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. Et alors, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, tu as eu d'ailleurs des débuts assez particuliers sur les réseaux, puisque tu as gagné un concours Oui. organisé par celui qui est maintenant ton compagnon, Oui. Thibaut Inchep. Tu peux juste raconter l'histoire rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas? Ouais, globalement, c'est Thibaut qui s'est pété le poignet en moto parce qu'il faisait beaucoup de vidéos où il testait des sports. Il se pète le poignet, il se retrouve bloqué chez lui à ne plus savoir quoi faire comme type de vidéo vu qu'à la base que des vidéos en extérieur. Il se dit ok, moi je prône le fait que les gens doivent être en bonne santé, faire de la musculation, se sentir bien dans leur corps depuis X années, sauf que je ne touche que des hommes. Mon discours ne parle qu'à des hommes puisque c'est très difficile quand on est un homme de motiver des femmes à s'entraîner dans le sens où la réponse des femmes, ça va être « tu ne sais pas ce que je vis au milieu d'une salle de musculation, tu ne sais pas ce que je ressens, tu ne sais pas les regards que j'ai la sensation d'avoir sur moi ». Et donc Thibaut, quand il essayait de motiver des femmes à aller en salle de sport, il se rendait compte qu'il y avait une distance un peu qui se créait, que c'était compliqué de les motiver. Et il s'est dit « il me faut en fait mon pendant au féminin pour vraiment avoir une femme qui comprend ce que les femmes ressentent et qui, si elle arrive à aller en salle, peut les motiver ». Et donc il a lancé ce concours pour en fait avoir plus de femmes qui le suivent, qui adhèrent à son discours de se mettre au sport. C'était d'avoir un binôme, quoi. C'est-à-dire Exactement, super d'avoir un bad binôme. girl, Ouais, en fait, de pouvoir faire des vidéos axées sur le sport ensemble, des événements autour du sport, etc. Et puis bon, c'est vrai que ça a un peu plus collé que prévu. C'était pas censé aller aussi loin dans l'idée, mais... Donc au début, tu as vraiment commencé la création de contenu avec ça. C'est ça, exactement. En fait, moi, je partageais déjà, mais uniquement sur Instagram, je partageais mon parcours pour sortir de l'anorexie, en fait, dans mon quotidien, etc., ce que je mettais en place pour essayer de sortir de ces troubles des conduites alimentaires. Et c'est vrai que quand ce concours a eu lieu, que j'ai commencé à faire des vidéos sur sa chaîne YouTube, ma communauté a pris beaucoup d'ampleur. Ce que je dis souvent pour donner un ordre d'idée, en 24 heures, je suis passée de peut-être 15-16 000 abonnés sur mon compte Instagram à plus de 100 000 le lendemain matin. Et donc après, ça a pris beaucoup d'ampleur en quelques mois. Et je me suis dit, ok, je suis en plein dans mes études autour de la nutrition. Moi, je faisais vraiment licence biochimie, enfin très scientifique. Pour faire quoi exactement? Alors en fait, j'étais un peu entre deux. J'avais une partie de moi qui avait très envie de faire de la recherche en laboratoire. Et une autre partie de moi qui avait plus envie de partir pour justement accompagner des sportifs dans leur nutrition autour de la performance et tout. Donc j'étais un peu, qu'est-ce que je fais l'un plus que l'autre? Donc quelque part, être créatrice de contenu sur YouTube, c'était pas un objectif? Pas du tout, vraiment pas. Et en fait, j'ai commencé à partager parce que je me rendais compte que sur la chaîne
de Thibaut, les gens aimaient bien ma présence, que les vidéos, ça se passait bien, j'aimais bien ça. Et je me suis dit, j'ai quand même des messages à faire passer par rapport à mon anorexie, par rapport aussi à ce que j'ai appris pendant mes études. Et au final, je me suis dit, je vais demander à mes parents s'ils sont OK de me laisser une année pour tenter, voir si j'ai des choses à dire, si ça peut être chouette. Et puis en fait, au bout d'une année, c'est vraiment devenu un métier. Et je dirais 3 ans après avoir démarré, ma maman a rejoint ma société et mon papa nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Donc là, voilà. l'empire Beccatini, c'est vraiment que des Beccatini. C'est une affaire de famille. C'est vraiment une affaire de famille, c'est ça. D'accord. Donc en fait, Justine, t'avais quel âge à ce moment-là au début? J'avais 22 ans. D'accord. Donc 22 ans, tu te disais, je vais peut-être laboratoire, biochimie. Ouais. Peut-être accompagner des athlètes aux Jeux Olympiques. Et attention, elle faisait 11 ans. C'est ça. À ce moment-là, on s'attendait pas du tout à ce que je démarre à bosser, tu sais. Donc ça fait à peu près depuis 2018 que tu postes des vidéos sur YouTube. Ton contenu a évolué, d'ailleurs, comme toute la plateforme. Oui. Tu as commencé donc avec principalement du contenu fitness, puisque c'était comme ça que tu avais commencé. Et aujourd'hui, c'est vraiment assez diversifié. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta manière de créer et même sur la plateforme en général? Déjà, en fait, j'ai très vite voulu partager autre chose que du sport, dans le sens où moi, il y a quelque chose vraiment avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est l'aspect case qui pourrait aller / avec l'aspect, on va dire, communauté. Je trouve qu'il y a du bien là-dedans parce qu'on peut se retrouver avec des gens qui partagent nos idées, etc. Mais en même temps, très très vite, directement, on est associé qu'à ça. Et en fait, c'est très réducteur, je trouve, pour l'être humain d'être vraiment associé juste à une case ou juste à une communauté, alors qu'on est tellement plus complexe que ça. Et je me suis dit, si je partage qu'autour du sport, on va penser que JuFitCat, c'est juste de la muscu. Or, je pense que j'ai autre chose à partager, d'autres idées, d'autres valeurs, comme tout le monde en fait. Et je me suis dit, j'ai envie d'embarquer les gens dans tout ce que j'aime. Parce que je me suis toujours dit que ce que je voulais, c'est que les gens soient attachés d'abord à moi plutôt qu'à ce que je leur partage. Donc la marque, c'est toi et c'est pas le fitness. C'est ça, pour que en fait, vu que je suis un être humain qui, comme tous les êtres humains, va évoluer au cours de sa vie, n'aura pas toujours les mêmes idées en fonction de ce qui va m'arriver, des gens que je vais rencontrer, les gens se disent ok, on voit Juju grandir, peut-être que des gens seront pas toujours d'accord avec moi, peut-être que des gens partiront, d'autres arriveront, mais c'est ça la vie en fait, c'est comme dans nos relations de tous les jours. Et du coup, ça me fait pas spécialement peur et j'ai pas envie de me brider dans ce que j'aime et dans ce qui m'anime et dans ce que je découvre pour absolument garder exactement la même communauté, tu vois. Ok. Donc du coup, c'est ça. Et après, au niveau de la création, je me suis très longtemps imposé un rythme vraiment tous les lundis, je dois être sur YouTube avec ma vidéo et tout. Puis je me suis rendu compte que beaucoup, d'ailleurs pour les anciens de YouTube, on s'était un peu détaché de ce rythme-là et on était beaucoup plus maintenant dans dès que je crée quelque chose, je vais être à 100% fière de ce que je crée, quitte à parfois un peu moins produire. Et c'est vrai que moi, c'est un peu comme ça maintenant que j'ai la vision de ma chaîne. Vu qu'il y a énormément de créateurs aujourd'hui, ce qui compte finalement, c'est surtout d'être engagé avec sa communauté et de sortir du lot pour qu'une vidéo soit vue, pour qu'un contenu soit vu. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire peut-être que je vais un peu moins créer, mais tout ce que je vais le faire, je le fais avec passion, je le fais avec envie. Et comme je suis fière du contenu que je crée, quand je le poste, au pire, s'il marche pas, c'est pas grave parce que j'aurais kiffé. Mais il n'y a rien de pire que créer un contenu en se forçant et quand en plus il marche pas parce que l'algorithme, parce que le sujet n'était pas le bon, etc. Quand tu bides, tu te dis déjà j'ai pas aimé le faire et en plus de ça, ça a pas marché. Et là, franchement, tu perdures pas, je pense, dans le temps. Et en plus aussi, c'est parce que toi, t'as une communauté qui est grosse, t'as 3 millions sur YouTube, 3 millions sur Instagram, donc économiquement, je pense que tu as aussi d'autres sources de revenus tout ne dépend pas de la réussite d'une vidéo YouTube aujourd'hui. Non, exactement. Ma chaîne YouTube, c'est une partie de mes revenus, mais j'ai aussi les livres, par exemple. J'ai aussi les marques avec lesquelles je travaille. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes sources de revenus comme ça. Et du coup, c'est ce qui me permet aussi d'être libre dans ma création sur YouTube. Et justement, tu l'as parlé des anciens, tu as utilisé l'expression les anciens de YouTube. Oui. Et d'ailleurs, même si ton contenu dans les thématiques a évolué, toi, tu restes dans une école un peu de YouTube originale. Oui. Tu n'es pas dans la tendance des gros concepts, des énormes trucs genre MrBeast, Squeezie, Inox. Et ça t'empêche pas quand même d'avoir un format récurrent. Les chats, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Balance ton frigo. Ce n'est autre que le 8e épisode de cette saison. Voilà, 8 épisodes d'une saison, donc là c'est la 3e saison qui vient de commencer. D'ailleurs, je crois que tu as tourné un épisode aujourd'hui. Oui, ce matin, je tourne un épisode avec, allez, je vais spoiler, avec Joyce Jonathan. Ah, c'est Joyce Jonathan. Il sort en mars, court en mars. Okay. J'essaye à chaque fois, je tourne le mois d'avant et la vidéo sort le mois d'après, comme ça me fait un peu d'avance. Et c'est vrai que c'est le but au début, j'avais que des créateurs de contenu sur cette émission. Et en fait, petit à petit, ça s'est ouvert à Inès Vandamme de Danser avec les stars, à Florent Père qui est humoriste,
scénariste. Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est de pouvoir justement ouvrir vraiment cette thématique à tout un tas de personnes connues. Et puis, c'est vrai que, comme tu le disais, moi, j'aime le YouTube à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime aujourd'hui être en télé, parce que grâce à la télé, j'ai cet aspect grosse prod et ça me fait kiffer. Mais sur ma chaîne YouTube, j'aime trop le YouTube à l'ancienne et je suis persuadée qu'en restant là-dedans, pour moi, je prends la bonne décision pour mon contenu, dans le sens où c'est ce que les gens aiment voir. Et il y aura un retour à un moment donné au YouTube un peu original, parce qu'on a tellement de concepts et en télé et sur YouTube que je pense qu'il ne faut pas oublier un peu ce côté très nature que les gens ont toujours aimé regarder sur YouTube. Donc bientôt un épisode avec la chanteuse Joyce Jonathan. Mais voilà. Donc balance ton frigo, t'as dit la thématique, tu vas chez les créateurs et tu vas fouiner dans les placards et dans le frigo. C'est ça. L'idée, c'est quoi? C'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es? En vrai, il y a une phrase qui dit... attends, c'est de Hippocrate. Oh, j'ai plus la phrase, ça y est, je l'ai oublié. Il y a Hippocrate, une phrase... moi je me rappelle juste du serment de la médecine. Après, on me dit ça. rien. J'ai pas écouté tous les albums. Il y a une phrase super où en gros qui te dit que ce que tu manges, c'est finalement un peu ce que tu es. Et puis surtout, c'est très intime un frigo. Et en fait, c'est ça, ça permet vraiment aux gens de se livrer sur beaucoup de choses qu'ils ont vécues dans leur vie, sur beaucoup de croyances qu'ils ont aujourd'hui. Et franchement, j'adore ce concept parce que je pense qu'on découvre les gens autrement. Et comme en fait, moi, j'avais beaucoup raconté mon histoire autour de l'anorexie, à un moment donné, je me suis dit, mon histoire, c'est la mienne. Il y a des gens qu'elle a aidé, mais peut-être qu'il y a des gens qui se retrouvent pas dans mon histoire. Et si je peux donner la parole à d'autres personnes, parce que les TCA c'est très tabou, mais ça concerne tellement de gens. Et en fait, l'idée c'était de se dire que je donnais la parole à d'autres personnes qui ont des parcours différents et qui du coup vont peut-être permettre à des gens de ma communauté de mieux se reconnaître que dans mon parcours à moi. Mais tu disais tout à l'heure, que t'aimes beaucoup pouvoir à la fois être animatrice à la télé et pouvoir faire tes propres contenus sur YouTube. Mais quelque part, balance ton frigo. Ça pourrait être un... Mais ça serait mon dream come produit true. Télé de fou. Mais franchement, en tu vrai, pourrais le faire sur M6. Non, mais si Balance ton frigo était sur une chaîne télé ou sur une plateforme, mais je serais comme une dingue. Avec évidemment l'obligation de me garder en animatrice, parce que je vois le truc venir. Mais ouais, j'aimerais trop. Puis tu sais, ça pourrait prendre encore une forme un peu plus poussée, de terminer par exemple le concept avec le fait de cuisiner la recette de la flemme de l'invité, ou de cuisiner un truc avec ce qu'il a dans ses placards et ce qui lui reste, et lui montrer qu'on peut faire un truc un peu sain avec les 3 trucs qui restent dans son placard. Enfin, je pense qu'il y aurait vraiment quelque chose. Et après, tu fais le truc cauchemar dans le frigo. C'est-à-dire que tu vas... Et là, j'appelle Philippe à la rescousse. Non, c'est toi. Et tu vas sauver le frigo des gens. Non, mais bien sûr. Et c'est ça pourrait amener des inconnus. C'est ça, pas forcément des gens connus. Avec n'importe quel. Mais bien sûr. Et là, des gens qui appellent pour qu'on aille sauver leur frigo. Bien sûr. Putain, mais là, tu vois, c'est ça marche de brainstormer. Et là, t'arrives. Oui, bien sûr. Et là, t'arrives chez une meuf qui fait. Et là, tu regardes. Bon, c'est très bien ce que t'as dépensé combien, Micheline? Elle te fait 885 € par semaine. Bon, je vais travailler avec mes équipes. Et on revient. Et là, t'arrives et une semaine plus tard, elle a changé ma vie. Maintenant. Franchement, il y a une belle idée. J'annonce, je dépose ça tout de suite parce que sinon, il y a trop de gens qui vont écouter. Excusez-moi, tu déposes ça, il y a le nom de Laurence, il y a le mien. Bien sûr, on dépose ça à 3, t'inquiète. Maman Justine en régie, après. on est d'accord. Hein, bon, bref, tout ça, c'est la famille. Je m'appelle Guiran Beccatini. Mais bien sûr. Le mec est pas du tout dans la bulle. Faut le savoir, je m'approprie non, tout. je suis fan. Alors, et d'ailleurs, justement, est-ce qu'aujourd'hui, tu parles du YouTube original, est-ce que ce YouTube original, comment tu le décrirais? Moi, ma manière de le décrire, c'est, moi qui fais aussi des contenus sur YouTube, c'est un peu tout ce que j'aurais rêvé de voir la nuit à la télévision, avec la possibilité de le produire. Okay. Sauf que à la télé, faire ce balance ton frigo, ça se trouve les gens diraient mais non, mais c'est pas assez organisé, il faut plus formater. Et YouTube laisse ça, ce truc de dire bon, en fait on a envie de faire un truc, on le fait. Ouais, en fait YouTube pour moi c'est la vraie vie entre guillemets, c'est-à-dire que en fait la télé, il y a un peu ce truc de perfectionnisme que je comprends totalement parce qu'en fait c'est comme ça que la télé a grandi, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de la télé, mais du coup forcément quand tu es là-dedans dans YouTube, comme on a un rythme de production qui est très élevé, où en plus on est tout seul, etc., donc on est obligé quand même d'envoyer, à un moment donné, si tu veux faire des trucs aussi ouf qu'en télé, tu vas forcément beaucoup moins produire. Donc déjà, il y a ce truc-là où il faut réussir à un moment donné un peu à se détacher et à se dire franchement, le plus important, c'est la qualité de ce que je vais dire, de ce que je vais apporter. Si l'image, elle n'est pas toujours incroyable, si parfois ça tremble un peu, si machin, c'est pas si grave. Ce qui est important, et ça je l'ai appris, c'est surtout le son, d'ailleurs. Le son étant la priorité, vraiment. Et après, c'est surtout, je pense, moi je le décris vraiment comme un peu un endroit de nature peinture où les gens, ils aiment voir de la vraie vie. Tu vois, sur YouTube, ils n'ont pas forcément envie de rêver. Je pense qu'ils ont envie vraiment de
plus de se sentir proche, de voir la réalité, d'être parfois certainement rassuré, réconforté dans des schémas de vie qu'ils ont ancrés, des habitudes, etc. Et je pense que ça leur fait du bien. Et moi, je le vois avec Balance ton frigo, où très souvent, il y a beaucoup de commentaires où tu sens que les gens sont apaisés, rassurés, parce qu'il n'y a pas que, parce que, ah bah oui, cette personne, elle est connue, cette personne, je sais pas, elle a un gros niveau de vie ou qu'importe, mais pour autant, ça l'empêche pas de kiffer ça, de faire ça. Et en fait, moi aussi, et puis de regarder le prix des pommes-potes. Et voilà, exactement. Les pommes-potes, elles sont devenues plus chères. Non, mais c'est ça aussi qu'on voit. C'est des gens, on se dit, bah, ils s'en foutent. Non, ça c'est cher, c'est relou. C'est ça. Donc en fait, ouais, je pense que c'est vraiment ce côté très nature peinture, très simple, on va dire. Alors justement, YouTube, c'est la vraie vie. On est proche des gens, mais parfois s'exposer comme ça, on s'expose à des choses qui sont moins marrantes. Et tu as d'ailleurs fait une vidéo dessus. On va en parler en deuxième partie. Il y aura aussi le radar de Tasio qui va nous rejoindre. De retour dans le réseau avec Justine Bécatinier qui est Juju Fit4, créatrice de contenu numéro 5, française numéro 5, suivie sur YouTube. Et Laurence, tu voulais aborder avec elle une question d'actualité. Ouais, Juju, la semaine dernière, il y a des deepfakes porno de la chanteuse américaine Taylor Swift qui ont tourné sur Twitter. Et ça a mis la planète entière en alerte. Ses fans ont organisé une riposte numérique. Ils ont signalé chaque image, ce qui a poussé leur réseau social à désactiver les recherches sur Taylor Swift. Et comme on ne touche pas à la petite fille préférée de l'Amérique, à la suite de ça, des élus ont exigé un encadrement de l'intelligence artificielle. Le bug qui a permis de créer les deepfakes a été corrigé par Microsoft. Les jeunes femmes, elles font de plus en plus l'objet de ces montages porno. Je préfère dire objet plutôt que victime. Oui. Ça peut être des femmes lambda comme des stars ou des créatrices de contenu. D'ailleurs, toi aussi, Juju, t'en as fait l'objet. Ces gens s'amusent pendant des heures à m'enlever mes vêtements pour ensuite me mettre une fausse poitrine, bref, pour me dénuder littéralement et ensuite poster ces photos sur des forums. Mais quand ces fausses photos de toi, elles ont tourné sur les réseaux, personne n'a cherché à nettoyer Internet pour les faire disparaître. Je vais me mettre à la musique. Je pense qu'il y a un truc. Taylor Swift, le président Biden, a dit bon, ça suffit. Non, mais je crois que même Trump. J'ai vu passer des trucs en mode. Trump, il a décidé qu'il détestait Taylor Swift. Oui, mais je crois que même lui avait parlé de ça et tout. Bon, je pense qu'il essaie de la récupérer. Il y arrivera clairement pas. Donc, mais franchement, je comprends. En même temps, elle a aujourd'hui une ampleur et une aura qui fait que ça prend tout de suite beaucoup plus d'importance. Et tant mieux, parce qu'en fait, on a besoin. Alors, non, on n'a pas besoin que ça lui arrive, malheureusement, parce qu'elle mérite pas ça. Mais on a besoin de femmes comme elle pour que les choses bougent. Pour que les choses bougent au final, parce que c'est sûr que nous, on a déjà, un premier impact en tant que créatrice de contenu qui est déjà pas négligeable, mais c'est vrai que quand tu commences à avoir des voix comme la sienne qui s'élèvent, de suite ça n'a plus rien à voir et là forcément ça fait bouger les choses, surtout qu'elle a une communauté qui est extrêmement engagée, donc forcément ça fait bouger les choses. Ce qui est dommage, c'est sûr, c'est que on attende quand même que ce soit des personnes aussi importantes et aussi influentes qui soient touchées pour faire des choses, alors que comme tu le disais très bien, il y a des jeunes femmes aujourd'hui de la vie de tous les jours qui ne sont pas connues, qui subissent ça au quotidien. Et c'est vrai que moi il y a un truc que je disais récemment avec des amis, on parlait de ça et j'expliquais que avant, quand on était jeune, si parfois on était dans une relation amoureuse où malheureusement on n'avait pas forcément assez de recul, pas forcément assez de personnes pour nous dire de faire attention et que étant très amoureuse, on se disait que c'était une bonne idée d'envoyer une photo de soi dénudée à la personne qu'on aimait et que la personne n'est pas forcément toujours bienveillante et partager cette photo, c'était déjà très compliqué. Ça, aujourd'hui, on essaye de plus en plus d'en parler pour faire comprendre aux jeunes femmes à qui ça arrive qu'elles ne sont pas, elles ne sont pas coupables, c'est pas de leur faute, c'est pas elles qui ont diffusé les photos. Par contre, on peut essayer de les prévenir pour qu'elles se protègent et qu'elles évitent d'envoyer ce type de photos à des personnes malveillantes. Donc ça, c'est une première chose, sauf que aujourd'hui, avec l'IA et tous ces sites qui permettent de faire des Photoshop dont moi je suis typiquement victime et tout un tas d'autres femmes, on peut créer de fausses photos de n'importe qui dénudées et faire croire que ce sont de vraies photos parce que c'est hyper réaliste. Et en fait, du coup, on aura beau dire à des jeunes filles, protège-toi, n'envoie pas ce type de photos parce que tu peux te faire du mal sans le savoir tout de suite. Eh bien ouais, mais en fait aujourd'hui, il y a encore plein d'autres choses maintenant qui se développent qui fait que on pourra quand même harceler ces jeunes filles-là parce qu'on aura fait des fausses photos d'elles nues. Et c'est hyper grave et personne ne fait rien. Ouais, c'est ça, et tu parles de prévenir les jeunes filles, de les éduquer par rapport à ça, mais moi j'ai trouvé, typiquement, tu vois, dans la longue vidéo YouTube que tu avais publiée pour expliquer ce que ça t'avait fait, et surtout pour mettre les choses au clair, en fait, avec les personnes qui utilisent ton image, j'ai trouvé que ce que tu avais fait, déjà tu t'étais pas victimisée, et tu étais passée par une espèce d'éducation, quoi. Tu avais essayé d'éduquer ces jeunes hommes sur les forums qui s'amusent à faire ça. Tu penses que ça passe
passe par l'éducation des mecs aussi. Ah bah, complètement. C'est-à-dire que en fait, nous, le but, quand on est des jeunes femmes, c'est de protéger les autres jeunes femmes parce qu'on sait ce qui découle de ça quand on le vit et à quel point c'est désagréable, à quel point ça peut faire diminuer l'estime de soi, la confiance en soi et à quel point, en fait, on peut être dans des états vraiment très graves d'un point de vue santé mentale. Donc, il y a toute cette phase de protection parce que c'est hyper important si on peut déjà, en fait, éviter tout ça. Et ensuite, derrière, il y a une énorme phase d'éducation au niveau des hommes qui, en fait, sont les premiers, parfois, malheureusement, par des biais de manipulation à réussir à obtenir ce qu'ils veulent et qui, derrière, font n'importe quoi avec. Donc, déjà, il y a un gros problème à ce niveau-là. Ensuite, il y a tout ce truc au niveau, justement, du fait d'utiliser des logiciels pour faire ça sur des jeunes femmes qui connaissent. Donc, il y a tout un truc éducatif à mettre en place et notamment, moi, le premier truc que j'ai dans ma vidéo, c'est vous avez des mamans, vous avez des sœurs, vous avez des tantes, des cousines. Si quelqu'un faisait ça, si une de vos sœurs venait vous voir pour vous dire voilà ce qu'on a fait sur moi, je sais qui c'est, etc. Mais vous seriez les premiers à péter un câble et à monter au créneau. Donc pourquoi est-ce que vous estimez que c'est normal de faire ça sur d'autres femmes en fait ? C'est pas parce qu'elles font pas partie de votre entourage et que vous ne les connaissez pas qu'elles le méritent. Et ça, c'est un sujet qui est trop peu abordé. Il y a quelques créatrices qui en ont parlé. Je sais que Magla, qui est une streameuse connue, en a parlé. Je crois que Léna a dû en parler il y a quelques mois aussi, parce qu'on est très nombreuses à être victimes de ça. C'est ça. Il y a un peu plus d'un an, quand tu avais sorti ta vidéo, nous, on en a parlé dans Réseau parce que c'était rare d'entendre une parole comme ça en fait, de créatrice de contenu sur le sujet. Parce que souvent, au début, on se dit peut-être que le mieux, c'est de rien dire. C'est ça, qu'est-ce qu'on ressent en fait quand on reçoit ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit les deepfakes de soi-même? C'est dégradant parce qu'on n'a pas cherché à poster ça. En fait, comme je dis toujours, une femme qui choisit d'elle-même, qui est en accord avec son corps, de poster des photos dénudées d'elle, etc., que ce soit pour le plaisir, parce qu'il y a des femmes qui aiment les photos de nudité, etc., ou que ce soit pour le travail ou quoi, c'est un choix, c'est différent. C'est un choix, on l'a choisi, on l'assume, on est OK avec ça, et potentiellement nos proches sont au courant, et donc il n'y a aucun problème qui se pose. Quand on ne le choisit pas, c'est dégradant pour soi-même, parce qu'en fait, ça sort à notre insu. On a toujours fait en sorte de ne pas vouloir faire ce type de contenu, parce qu'on estime qu'en ne le faisant pas, nous, on avait besoin de se protéger, parce qu'on n'est pas prête à ça. Et en fait, il y a des personnes qui le font à notre place, qui nous connaissent même pas, et du coup, qui postent ça sur des forums où des tas de personnes qui ne nous connaissent pas, ont des pensées hyper malsaines en regardant ce type de contenu, ont certainement des gestes très malsains en voyant ce type de contenu, s'amusent à se les partager, etc., publient des commentaires. Moi, j'ai lu des commentaires sur moi qui sont ignobles. J'oserais jamais tenir ces propos sur un homme de mon entourage, ni sur une femme. Et puis, il y a aussi le fait que ces photos, après, il y a les proches qui peuvent tomber dessus. Et malheureusement, parfois, c'est tellement bien fait que le doute, il s'installe vraiment. Et à un moment donné, tu en viens à te justifier auprès de personnes qui te connaissent, et malheureusement ce type de truc est tellement bien fait que ça peut mettre le doute, et t'as pas envie en fait d'avoir à gérer ça dans ta vie un jour quand tu l'as pas choisi. J'allais te poser la question, tu y as déjà répondu. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui estiment que t'affiches ta vie, t'affiches ton couple, t'affiches ton corps sur les réseaux sociaux et donc quelque part, c'est pas étonnant que ça t'arrive, quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai toujours répondu à ça, c'est pas parce qu'on a choisi d'être des personnalités publiques et qu'on a choisi de faire un métier où on est vu et entendu par des millions de personnes qu'on a choisi toutes les choses négatives qui en découlent. On n'a pas choisi d'être dénudé sur les réseaux, on n'a pas choisi d'être harcelé sur les réseaux. Personne n'a choisi ça, et aucun être humain ne serait capable vraiment, aucun être humain n'est préparé à vivre ce genre de choses, et aucun être humain n'est capable de gérer ça par millions de personnes tous les jours au quotidien. L'être humain n'est pas fait pour ça, et je pense que les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire, et je pense qu'on est très déshumanisé quand on est une personnalité publique. Beaucoup de gens nous déshumanisent et ne se rendent pas compte qu'on est des êtres humains avec des sentiments, avec un cœur, avec des émotions, et il y a peu d'empathie, je pense. Moi, j'ai un message aux élus américains, ils pouvaient déjà écouter Juju Fitcas il y a un an, et c'était pas la peine d'attendre Taylor Swift. Mr. Joe Biden, activate the CC. On va prendre une IA pour translate l'émission. Et puis, c'est une chose de dire que quelqu'un fait du travail de merde. C'est-à-dire que quand on poste son travail sur Internet, potentiellement, des gens ont envie de dire ceci est nul à chier, c'est leur droit absolu. En revanche, faire un faux nu, là, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Là, c'est pas du tout la même chose. Juju. Oui. Une autre actualité, en tout cas là c'est ton message est très clair. L'autre actualité qui a fait beaucoup parler, c'est la question des influx voleurs. Ces derniers mois. Et s'il y a bien un milieu qui est touché, soit par des arnaques, soit par des discours à la con, c'est le milieu du fitness, notamment. C'est-à-dire qu'on peut avec voir beaucoup de produits, des produits à la con, des conseils complètement stupides. Pour toi qui a étudié
d'ailleurs la nutrition et qui est très impliqué sur ces questions, parce que d'ailleurs tu as souffert de TCA, tu en as parlé. On aimerait te faire goûter la boisson d'un influenceur, Logan Paul. Logan et KSI. Qui, avec le youtubeur anglais KSI, ils ont lancé Prime, une boisson pour le sport. Est-ce que tu pourrais goûter et surtout regarder l'étiquette et nous dire ce que tu en penses avec ton œil de... Tu sais que tu vas me faire goûter une boisson hyper chimique et je bois jamais ça. C'est parce que c'est toi. Je tiens à préciser aux auditeurs que Guéran vient de sortir cette bouteille de son pantalon. Enfin non, pardon. Alors je suis pas sûre d'avoir envie de boire. Tu viens de... Non mais de sa poche. C'était en dessous de la table, c'était juste en dessous, c'était sur une petite table. Déjà ça sent bon par contre. C'est vrai? Ah, ça sent quoi? Ça sent, je dirais la myrtille, c'est la myrtille? Oui, c'est la myrtille, c'est censé être de la... Non, c'est censé être de la framboise. Ah merde. Putain, j'allais dire je suis plutôt douée, mais non, pas tant. Attends, je termine mon verre d'eau, tu m'en attention, sers. je goûte. Ah, c'est pas bon? Non, attends, tu me fais peur. Non mais attends, on dirait du jus d'Iop. On dirait du jus d'Iop. Attendez. Oui. Oh, Madeleine de Proust. On dirait grave du Iop trempé dans l'eau. Oui. Alors regarde, est-ce que tu peux regarder les... Alors, déjà Wow. d'un point de vue... Qu'est-ce que c'est chimique? Calories... Ah ouais, c'est un truc... Attends. Est-ce que c'est 25? Ok, 25 calories pour la bouteille. Ouais, bon, déjà, en termes de calories, forcément, c'est une boisson sportive, donc ils essaient de faire le moins possible. Alors qu'est-ce qu'on a dessus? Globalement, pas grand-chose, parce que si tu regardes 0 g de fat, 0 g de fat saturé, 0 g de fat trans, 0 mg de cholestérol, 10 mg de sodium, 6 g de glucides, pas de fibres, logique, 1 g de sucre. Alors attends, regardez les ingrédients, c'est mieux. Oh, faut que je translate ça en anglais. Eau filtrée. De l'eau de coco, ok, ça très cool, à partir de concentré. Acide citrique, c'est assez classique souvent dans toutes les boissons comme ça. Potassium, phosphate. C'est un goût de bonbon. Citrate, sucralose. T'as les acides aminés, isoleucine, leucine et valine, ça c'est cool. Souvent, c'est ce qu'on a, tu sais, dans les boissons acides aminés. Ok, d'accord. En mode quand tu prends des BCAA. Souvent, t'as ces trois-là parce qu'ils sont pas évidents à retrouver. Donc ça, c'est pas mal. Tac, vitamine E. Beaucoup de potassium. Beaucoup de potassium. En fait, t'as que ça, on dirait en micelles minéraux. Ouais, exactement. En fait, ce qu'aurait été, je pense, intéressant, dans ce type de boisson, c'est d'avoir, au lieu, enfin, du potassium, oui, il en faut bien sûr, parce que le potassium pour le système nerveux, c'est super important, mais ça aurait été bien d'avoir du calcium, parce que notamment quand tu es dans des boissons sportives pour le sport, pour tout ce qui est bon fonctionnement musculaire, etc., le calcium, et même pour les os, on le dit souvent, et ça peut se trouver en dehors du lait, les amis, parce que souvent c'est ça, le calcium dans le lait, mais non, on peut le trouver tellement ailleurs. Ça aurait été cool. Et magnésium aussi, pour tout ce qui est fatigue, quand tu fais une boisson sportive. Ouais, donc en fait, pas avoir de magnésium, c'est un peu dommage. C'est une boisson un peu sportive et c'est pas le top de la boisson sportive. Je vais pas me faire des amis. Logan, t'inquiète, on peut quand même collaborer. Au pire, on fera un combat de boxe. Je sais même pas si il fait du catch maintenant. Oui, il fait du catch, mais il a fait de la... Et qui est ça? Il fait de la boxe toujours. Voilà. Et je t'enverrai mon mec, au pire, ça sera plus facile. C'est ça qui boxe. Mais ouais, non. Et après, sinon, pas de caféine, ça c'est cool, parce que souvent il y a beaucoup de caféine dans ces boissons-là. Mais après, sucralose, alors... Sucralose, c'est pas forcément. Alors, sucralose, en fait, c'est un édulcorant. C'est pas forcément le pire. Moi, je suis très anti, surtout acésulfame K et aspartame, qui sont vraiment, vraiment pas très bons. Le sucralose, après, quand tu le prends à haute dose, bon, l'idée quand tu bois ce genre de boisson, c'est pas d'en boire 3 par jour ou d'en boire tous les jours. Tu bois 3 trucs comme ça par jour, t'es un psychopathe. Non. Mais le truc, c'est qu'à haute dose, ça t'abîme la flore intestinale, ça peut créer des migraines, ça peut te créer des douleurs musculaires. Donc, le sucralose, aujourd'hui, en général, t'en as dans tous les trucs comme ça où il faut pas mettre de sucre. Si t'as pas de sucre, t'as forcément des édulcorants. Et bon, moi je dis toujours, je préfère avoir une boisson limite qui est un petit peu sucrée. Avec du vrai sucre, tu vois, sucre de canne, du miel ou quoi. Limite, même, je conseille aux gens de faire leur boisson eux-mêmes. En fait, tu as des boissons super bien. Tu mets de l'eau dans une grande gourde, tu mets un fond de concentré de jus de raisin. Ça, pour le coup, le raisin, c'est un des fruits les plus sucrés. Donc, avec de l'eau, tu mets un petit peu de sel, parce que pour le sport, avoir un peu de sel, c'est important. Et en fait, tu pars avec ça à l'entraînement. Et en vrai, c'est une super boisson pour le training. Et en fait, tu te la fais maison, quoi. Ça revient moins cher, parce que du coup, le jus de raisin, tu le gardes hyper longtemps. L'eau, voilà, tu peux prendre de l'eau du robinet, filtrée, etc. Et puis un petit peu de sel. Et le sel, c'est important parce que ça permet de récupérer plus vite. Alors le sel, c'est parce qu'en fait, quand on fait du sport, on perd beaucoup d'eau. Et le sel, du coup, il y a beaucoup de sodium dans le sel. Et en fait, le sodium, permet de garder l'eau dans le corps. Et comme quand on fait du sport, on transpire énormément. Donc ça t'hydrate mieux et plus vite. Voilà, ça on te permet en quelque sorte. Exactement, on se réhydrate mieux. Bien, merci beaucoup. On a un truc, donc
faites-vous vos boissons sportives Exactement. vous-même. Et pendant le radar de Tazio, moi je vais le passer Goûter sur Yuka. D'accord. Le Prime là. C'est terrible ce qui Allez. se passe. C'est terrible. Allez. Ils sont C'est forts, l'heure. ils sont partout. Hein. Incroyable. Ils sont super forts. Ah ouais. On va passer à Tazio qui est en léger différé d'un endroit encore tenu secret. Oh. Il a repéré des contenus sur les réseaux. Il a envie de te poser quelques questions Ok. dessus. Toute l'actu d'Internet. Réseau. Guérin, Laurence et Tazio. Premier extrait, Justine, sélectionné par Tazio, c'est l'extrait d'un youtubeur qu'on connaît tous bien. On va faire une petite pause YouTube. Pas très longue, 2-3 mois. Mais on s'est dit que vu que le doc sort et que mine de rien le doc c'est un peu c'était le projet peut-être un peu de trop à faire en plus du reste, je veux dire. Alors le sujet de la santé mentale des créateurs de contenu est vraiment à la une en ce moment dans le monde de l'influence avec toutes les pauses et les vidéos sur le burn-out. Est-ce que toi aussi t'es concerné par ça et qu'est-ce qui explique ce sentiment général à ton avis ? Écoute, en vrai, oui, c'est vrai qu'en ce moment, on a vu pas mal de créateurs arrêtés, entre Villebrequin notamment, qui ont annoncé leur séparation au moment où ils sont au top. Hein. Et je trouve ça très fort d'ailleurs, parce que c'est très dur d'annoncer que t'arrêtes quand tu cartonnes. Ouais. Et en même temps, c'est beau parce que c'est toi qui décides d'arrêter. Et pas puis ça permet à tout le monde sur Reddit et tout le monde de mener des théories absolues. En fait, complètement. Mais c'est vrai qu'entre ça, Théodore aussi, qui a dit qu'il arrêtait, qui passait sur plutôt de la musique, je crois, mais plus tard, j'imagine, qui se laisse un peu le temps. C'est vrai que la santé mentale des créateurs, c'est un vrai sujet. Moi, en toute transparence, j'ai tout juste décidé de démarrer une thérapie avec une psychologue parce qu'en fait, j'estime que dans notre métier, on devrait être continuellement suivi, dans le sens où il y a une image que j'aime bien donner aux gens pour qu'ils comprennent un peu mieux. C'est que l'être humain, il est fait pour recevoir la critique positive ou négative d'un petit nombre de personnes. C'est-à-dire que normalement, dans notre quotidien, comment est-ce qu'on a évolué ? On a évolué avec quelques collègues, quelques membres de notre famille et quelques amis. Et ces personnes, on les voit dans la réalité, on échange avec elles dans la réalité, donc ça permet d'avoir un échange intelligent, constructif, et on va parfois être d'accord, parfois pas être d'accord, mais ça concerne peut-être, au total, on doit fréquenter 30 personnes autour de nous, tu vois. Et déjà, juste avec ces 30 personnes, c'est pas toujours évident de recevoir des critiques négatives, surtout quand tu es susceptible, donc c'est pas toujours constructif aussi. Et c'est ça aussi, bien sûr. Et le truc, c'est que nous, en tant que créateurs, au quotidien, on est soumis, entre guillemets, c'est pas tout à fait le bon mot, mais à la critique positive comme négative de millions de personnes tous les jours. Et du coup, quand tu dois te construire en tant qu'être humain en étant jugé par autant de personnes, que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce que c'est pas forcément mieux, hein. Dans le bien, ça veut pas forcément dire que c'est bien non plus, parce que des fois, du coup, tu accordes, tu relis l'importance de ce que tu es à ce que les gens pensent de toi en positif, et puis si d'un coup ça change un peu, donc voilà. Et en fait, tu dois te construire en tant qu'être humain de base, et puis tu dois te construire du coup avec autant d'avis sur toi et qui sont à moitié sur toi parce que tu ne montres qu'une partie de toi et tout à le l'écran. Et du coup, tout le temps. Et c'est très dur d'avoir du recul. Et en fait, il y a quelques temps, via notamment un ami à moi qui fait le même métier et qui lui est suivi depuis un moment, j'ai compris qu'en fait, à un moment donné, c'était pas possible tout seul de dealer avec ça et que tu pouvais pas gérer ça seul et que tu as besoin de quelqu'un qui est complètement extérieur à ce métier-là pour t'aider à faire un travail et à prendre du recul sur certaines choses, à être moins impacté par certaines choses parce que sinon, dans le temps, tu peux exploser. Et oui, effectivement, moi je sais que j'ai eu des moments dans ce métier, malgré que ce soit un métier que j'aime énormément et dans lequel j'ai la chance de vivre des super expériences, des moments où j'ai vécu des crises d'angoisse, etc., qui ont été très compliquées à gérer. Et en fait, ça, c'est un peu la facette qu'on montre pas forcément de notre métier parce qu'on le montre pas parce qu'on n'a pas non plus envie de donner des armes à ceux qui nous aiment pas. Donc, tu sais, montrer des moments de toi où t'es pas bien, ce serait donner des armes à ceux qui t'apprécient pas et qui ont encore une nouvelle façon de pouvoir te piquer. Mais c'est vrai que des fois, je pense qu'on aimerait en tant que créateur que peut-être les gens voient un peu plus cette facette-là, où effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui gèrent bien le fait d'être tout le temps soumis à l'avis positif ou non de personnes extérieures. Second contenu, et ce sera le dernier, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, et d'ailleurs c'est parce qu'on t'a connu, parce que tu es devenu un mème. T'en as peut-être un peu marre d'entendre ça. Et ça fait bip, boum, ça fait pch, et ça fait vroom. J'ai deux petites questions. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de cette vidéo et quels ont été les impacts positifs et négatifs autour de la tendance qui l'a suivie ?
Ouais, alors origine de la vidéo, c'est moi qui suis en Laponie avec les enfants d'une association qui s'appelle Louis Carlessimo. C'est une association à laquelle en fait Thibaut fait un don chaque année au moment de Noël. Thibaut InShape, donc. Voilà, exactement, pour soutenir cet asso, parce que cet asso permet à des enfants de réaliser des rêves. Donc c'est des enfants malades très souvent atteints de cancer, de leucémie et de tout un tas d'autres maladies d'ailleurs. Et en fait, on réunit des enfants de différents hôpitaux de France et de France Métropole, et de Dom-Tom pour justement leur permettre soit d'aller en Laponie rencontrer le Père Noël, soit d'aller à Disneyland, etc. Et quand on peut, on les accompagne. Ça fait la petite surprise en plus. Et donc là, c'était la première année qu'on pouvait les accompagner. Et au retour, il s'est passé que l'avion, on n'a jamais pu décoller à cause des intempéries. On s'est retrouvés coincés pendant 4 heures dans l'avion avant de pouvoir en sortir, aller dans un hôtel. Et les enfants, quand tu leur dis qu'ils retrouvent leurs parents demain matin, pour eux, c'est demain matin, c'est pas après-demain. Donc là, il faut gérer les enfants qui commencent un peu à paniquer, etc., etc. Et puis moi, j'ai dit à Thibaut, écoute, il y a une musique qui marche bien sur TikTok, je vais faire un TikTok dans l'avion. Et je commence à faire mon TikTok, hop, ça fait un peu rire les enfants, ça fait de l'animation. Je publie mon TikTok et je ferme mon application. En fait, après, moi, j'oublie. Enfin, pour moi, je poste comme tous les jours. Et le lendemain, je vais sur Twitter, je vois pas que je suis en tété. Là, je me dis, c'est jamais très positif. Les tétés sur Twitter, on s'entend qu'il y a rarement un tété où t'entends du bien de toi-même. Et du coup, là, je me suis dit, bon, ok. Et là, je dis à Thibaut, je crois qu'il y a un truc là. Il m'a dit, oui. Et je vois Bim Bam Boum en tété également. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Et en fait, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est que le TikTok a été repris dans tous les sens. J'ai eu les mêmes de tous les youtubeurs possibles. Mister V qui a fait une énorme story pour faire comme si je lui avais volé sa chanson. Booba qui a fait, et ça fait bim bam la chatte, je sais plus quoi, oh là là, je voyais des stories partout. Terracide, pareil, un autre créateur qui avait fait des trucs sur Twitter. Je voyais des gens qui faisaient des mèmes de moi qui faisaient bim bam boum et qui mettaient les vidéos de l'avion dans les tours jumelles. Non, c'était pas bien du tout, mon Dieu. Mais que des trucs ça, comme ça. Ça, c'est mal. Ça, c'est mal. En revanche, pardon, mais t'as été la cause de beaucoup de très beaux contenus. Mais de beaucoup de contenus très originaux. Et en fait, le truc, donc, moi, franchement, en vrai, moi, ça n'a pas été compliqué à gérer parce que je me suis dit, si c'est ça que les gens assimilent à un bad buzz, et si la plus pire critique qu'on me fait au quotidien, c'est je suis une fille gênante, je n'ai honte de rien dans un avion, et si le truc qu'on m'a dit, c'est mais les gens, ça se fait pas pour eux, je les connaissais. En fait, à partir de là, les amis, stop. Il n'y a pas de. Voilà, je les connaissais, ça faisait une semaine qu'on était ensemble, et du coup, donc ça, j'ai vite réussi à dealer avec, mais le problème, c'est que la jeune fille qui, pour le coup, chante cette chanson, à ce moment-là, elle avait 14 ans. Ah oui, Carla. c'est vrai. Et Carla, pour le coup, comme c'est une chanson qui rentrait beaucoup dans la tête et que les gens trouvaient très enfantine, mais je rappelle, elle avait 14 ans. Oui. Évidemment qu'à 14 ans, elle n'a pas chanté une chanson d'une jeune femme de 30 ans qui a eu plein d'expériences de vie. Et ben du coup, les gens ont commencé à critiquer vachement la chanson, les paroles, et donc critiquer finalement cette jeune fille. Et elle, pour le coup, a subi un harcèlement très compliqué. En fait, à cette période, moi, j'étais pas mal en contact avec sa maman parce que c'était la première fois qu'elle faisait face à tout ça. Donc, j'ai beaucoup échangé avec sa maman, beaucoup échangé avec elle. Elle a 18 ans aujourd'hui et en fait, on se parle toujours beaucoup. On s'entend très bien. Et du coup, ça a été plus une période qui, toutes les deux, nous a renforcés puisqu'on essayait de gérer le truc ensemble. Mais c'est vrai que pour ma part, ça n'a pas été si négatif. C'est plus que ça a été dur de voir ce que ça générait pour elle qui méritait pas ça à son âge, en fait. Voilà, donc en tout cas, moi ce que je retiens, c'est que tu as gagné une amie et que tu as créé un mème terrible de Booba en même temps. Qui au final a fini sur Fortnite, je tiens quand même à le préciser. Voilà, ça a fini sur Fortnite et on s'est fait contacter avec Carla pour avoir l'accord de le mettre sur Fortnite. Donc j'étais là, les amis, hein. Bifton. Toute l'actu des réseaux avec Guéran, Laurence et Tazio. Avant mon site, Guéran. Oui. J'ai quand même passé. Ah, t'as passé Prime au Yuka ? Ouais, Prime. La boisson donc de Logan Paul. Logan, attention. Que Juju Fit Cats a goûté tout à l'heure et on est à 39 sur 100. Et comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de sucre. Ouais. Donc pas ça ouf. va. Mais, c'est pas ouf quand même. C'est pas ouf quand même. 39 sur 100, c'est pas ouf. Oui, le but sur Yuka, parce que moi, j'utilise pas cette application, c'est d'être à 100. Ouais, c'est d'être à 100. 100 sur 100. Ok, ça marche. Exact. Ouais, donc bon. On est à 40%. Aya Nakamura, un très beau son, 40%. Ça marche aussi. Voilà. C'est ainsi que se termine. C'était trop bien de t'avoir. C'était le grand merci, c'était trop cool. Évidemment, vous pouvez retrouver en vidéo les extraits de cette interview et aussi, j'espère, en intégralité sur YouTube. Restez bien avec nous. Nous, on vous souhaite de bonnes vacances. On va faire une petite pause. Vous retrouverez des best-of la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, restez bien avec nous puisqu'il y aura tous vos rendez-vous et notamment ce soir, Mwandika avec Anis Farah et Salif. Merci à Basile pour la réalisation et merci à la maman de Juju Fit Cats. C'est clair, on vous laisse ça dans une semaine et bon week-end.